Dans cette deuxième leçon, toujours, donc reconnaître les chiffres manuscrits, on va découvrir, on va utiliser la technique du deep learning, donc avec TensorFlow. La leçon précédente, on a utilisé le machine learning avec un modèle SVC, donc un support vecteur classification. Mais désormais, on va utiliser un TensorFlow, donc le deep learning, on va commencer par le simple couche, donc un perceptron SLP. Ensuite, on va avoir prochaine séance, on va voir le perceptron MLP, donc bien sûr, plus il y a deux couches intermédiaires cachées, plus le résultat est optimal et précis. Alors, avec le TensorFlow, donc on va utiliser le deep learning, donc on va utiliser un réseau de neurones artificiels. Donc voilà, le même problème on va utiliser avec le deep learning, donc qu'on a vu au chapitre 9. On va utiliser un jeu de données. Donc, le jeu de données, c'est un jeu de données MNIST. Donc MNIST, donc c'est modifié National Institute of Standard and Technology. Et bien tout simplement, c'est un ensemble de données qui contient 70 000 images de chiffres manuscrits de 0 à 9, bien sûr. Donc lorsque je dis chiffres manuscrits, ça veut dire écrit avec la main, avec un stylo. Il est très célèbre dans le domaine d'apprentissage automatique et la vision par ordinateur. Il a été créé en 1998 et est souvent utilisé comme le Hello World pour les autres langages de programmation, mais cette fois-ci en ce qui concerne le deep learning. Il est particulièrement utile pour introduire bien sûr des concepts de classification d'images. Donc c'est pour l'apprentissage comme on est en train de faire, on va faire dans cette leçon. Donc compte tenu de la grande valeur du jeu de données MNIST, la bibliothèque TensorFlow en contient également une copie. Voilà. Donc il sera donc très facile de réaliser des études et des tests sur les réseaux de neurones avec ce jeu de données sans avoir bien sûr à télécharger ou à l'importer depuis d'autres sources sur le net. En plus de TensorFlow, donc on va installer le package TensorFlow Dataset. Ensuite, on va directement utiliser ce jeu de données MNIST sans le télécharger à chaque fois. Donc on peut soit télécharger à travers Anaconda, donc Conda install TensorFlow-26 dataset, ou utiliser pip install TensorFlow-26 dataset, donc dans le cas où on n'a pas Anaconda installé. Ensuite on va importer bien sûr NumPy et PyPlot et bien sûr TensorFlow. Voilà. Maintenant, on va charger l'ensemble de données et on va créer ce qu'on appelle bien sûr toujours les données d'entraînement et les données de test. Pour cela, on va utiliser deux variables, donc entre parenthèses et virgule entre parenthèses. Donc ça va nous donner quatre variables au total. Donc pour créer les données de test et données d'entraînement, on va utiliser TensorFlow.keras toujours, Keras, l'API haut niveau pour utiliser TensorFlow. .dataset.mnist.load-8 data. Voilà. J'exécute et normalement j'aurai le xtrain, ça veut dire, xtrain c'est ça. Donc il va faire le end packaging pour transférer chaque résultat vers une variable. Donc là j'ai quatre variables. Donc le xtrain, ça veut dire l'entraînement, donc les caractéristiques pour l'entraîner. Donc voilà, donc ce sont tout simplement des images. Si j'affiche le shape, donc ça va nous donner 60 000 lignes. Et chaque ligne contient une image de 28 pixels x 28 pixels. Donc c'est 3D. Donc xtrain, c'est un xtrain. Donc c'est un tableau 3 dimensions qui contient 60 000 lignes. Et chaque ligne contient une image. Voilà, vous voyez 3 crochets. Donc, et chaque ligne contient une image à 2 dimensions. Voilà les 2 crochets, 2 dimensions. Voilà. Tout ça, c'est une image de dimension. Donc ça, c'est 28 lignes, 28 colonnes. OK? Donc n'oubliez pas, on a 60 000 seulement images. Alors que dans la définition, on a dit que le jeu de données contient 70 000 images. Voilà, 70 000 images. Donc il reste 100 000 images. OK? Plutôt 10 000 images. Donc pour les données d'entraînement, on a choisi 60 000 images. Il nous reste 10 000 images. On va les laisser pour. Alors, YTrain, bien sûr, c'est les étiquettes. Donc, pour chaque image, par exemple, la première image, celle-là, la première image,
elle représente normalement le 5. Voilà, le 5, c'est l'étiquette pour l'entraînement. La deuxième image, elle représente 0. Et c'est vrai, la dernière image, celle-là, elle représente normalement 8. Ok, 8. Donc le 8, et cette image, elle est à la position 60 000. Y-train, la même chose. Donc voilà, on a déjà fait ça. Voilà les étiquettes. Maintenant, la taille de Y-train, normalement, c'est 60 000 toujours. Voilà, équivalent aux images 2D. Pour le machine learning, on a utilisé des images 8 pixels x 8 pixels. Mais cette fois-ci, on utilise 28 pixels x 28 pixels. Voilà. Très bien. Donc, on peut maintenant charger l'ensemble des données directement dans notre notebook. Donc, je vais créer la variable x validation, x-ray, y validation et y-train. OK? Le x validation, ça c'est pour valider le modèle. N'oubliez pas, donc x validation, c'est pour valider le modèle. Donc, tout simplement, X validation, elle contient les images à partir de la position 55 000 de X-ray. X-ray, c'est 60 000 images. Donc, on va prendre l'image à partir de la position 55 000 vers la fin, jusqu'à la fin. Donc, normalement, de 55 000 jusqu'à la fin, jusqu'à 60 000, il va prendre, tout simplement, 5 000. La fin, c'est normalement, ça va nous donner des 5000, voilà, 5000 images. Donc j'exécute. Voilà. Donc X-train, c'est du début jusqu'à l'image numéro 55 000. Donc X-train, c'est 55 000 images. Et X validation, c'est 5000 images. Voilà. Y validation de 0. Donc ça va être X-train. X-train, c'est qui? Voilà, X-train. Y-train plutôt, c'est 60 000 étiquettes. Donc de 0 jusqu'à 55 000. Donc on va prendre que les 55 000 premiers étiquettes de Y-train. Et Y validation et Y-train, tout simplement. Plutôt, désolé, donc Y validation de l'étiquette 55 000 jusqu'à la fin, jusqu'à 60 000. Donc c'est 5 000 étiquettes. Et Y-train, ça va être de 0 jusqu'à 55 000. Donc les 55 000 premières images de Y-train. Voilà. Donc si on va des X-train c'est 55 000. Donc j'exécute. Donc la longueur c'est 55 000 images. X-test maintenant, X-test c'est 10 000 images. Voilà, c'est 10 000 images. Pourquoi? Parce que tout simplement X-test, voilà, X-test c'est ça. Voilà, c'est ça X-test. X-test c'est les 10 000 restants des 70 000. Donc n'oubliez pas, le jeu de données c'est 70 000. Donc les 60 000 premières images c'est X-train. Et les 10 000 restants c'est X-test. Voilà, il a découpé de cette façon. Et les étiquettes, les 60 000 premières étiquettes c'est Y-train. Et les 10 000 restantes étiquettes c'est Y-test. Tout simplement parce que le jeu de données contient 70 000 jeux. À partir de X-train, on a divisé, donc on a pris 5000, les 5000 dernières images pour X validation et les 55 000 restants pour X-train. Donc on a réduit la taille de X-train. Y-train, la même chose. Y-train, Y validation, on a pris les 5000 dernières images et le restant, 55 000, c'est pour Y-train. Voilà. Voilà. Et bien sûr, si on affiche la taille de X validation, ça va nous donner 5000 images. Voilà. Donc, X validation égale le X train. Normalement, X train, c'est 60 000. 60 000, donc on va prendre de 55 000 jusqu'à la fin. 60 000, donc on va prendre 5000 images. Donc voilà. Pour cette raison, il nous a donné 5000 images. Voilà, donc ça c'est pour les tailles. Donc vous voyez que pour l'entraînement, on va entraîner avec 55 000 images. Et pour le test, on va tester avec 10 000 images. Et pour la validation, donc on va valider avec 5000 images. Donc normalement, l'entraînement, ça va nous donner un modèle qu'on va tester avec
X test, il est 10 000. Ensuite, on va prendre un jeu de données totalement, tout, totalement inconnu de notre modèle et on va le valider. Voilà, pour voir bien sûr l'erreur, donc les pertes et la précision. Tout ça pour ensuite valider notre modèle et commencer à travailler avec. Voilà, donc ces données sont divisées en 3 parties. Donc on a 55 000 points de données, donc, ou images d'entraînement, les X-Train, 10 000 images de test et 5 000 images de validation. Voilà. Ok. Les Y, ça va être Y train, ça va être, ça va être 55 000 également, les étiquettes. Voilà, donc toutes les données sont soumises, on va les soumettre au modèle. Donc X est l'ensemble de données de caractéristiques et Y est l'ensemble de données d'étiquettes. Donc soit validation ou test ou train pour l'apprentissage. En tous les cas, ça, les X c'est pour le test, les caractéristiques plutôt. Les caractéristiques, ça veut dire les images avec leur matrice. Hein. Et Y c'est les étiquettes, ça veut dire la liste qui est le chiffre qui représente chaque matrice, chaque image, chaque caractéristique de X. Comme on l'avait vu, donc vous l'avez vu dans la leçon précédente, il s'agit d'images de lettres manuscrites, les X. On va afficher la première image, donc des caractéristiques, donc de la liste X-Train, donc ça veut dire X pour l'apprentissage. La taille, donc normalement c'est 28 pixels x 28 pixels. Donc il s'agit d'une image, voilà, donc 28 x 28 pixels. Maintenant, on va l'afficher elle-même. Donc, X-Train 0, donc le premier chiffre. Donc, on l'a vu déjà. Donc, le premier chiffre, normalement, c'est l'étiquette, c'est Y, c'est 5 normalement. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la première caractéristique, première image ou première matrice de la première image. Donc, c'est une image représentée avec une matrice 28 pixels x 28 pixels. Maintenant, on va l'afficher. On va afficher cette image. Donc, 0, le premier index ou indice, c'est cette image. Donc, si on exécute avec PyPlot, bien sûr, je vais utiliser la fonction imShow, donc image show, pour afficher une matrice. Donc, je vais prendre la matrice complète, donc les 28 lignes avec les 28 colonnes. Bien sûr, le jeu de données, ça va être le gris. Et interpolation, nearest, ça veut dire afficher chaque pixel individuellement, donc bien précis, et éviter d'arrondir les pixels pour ajouter un effet de flou. Donc ça veut dire qu'il va afficher l'image pixel par pixel, chaque pixel est bien séparé de l'autre. Bien distinct, voilà. J'exécute et voilà. Donc ça c'est le chiffre 5, donc cette image, ok. Le reste c'est ces images-là. Donc ça c'est l'indice 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alors, comme il s'agit d'images, donc c'est un tableau bidimensionnel. Donc puisque c'est un tableau bidimensionnel, donc n'oubliez pas, on va utiliser non pas le machine learning mais le deep learning, donc on va utiliser un réseau de neurones artificiels. Donc, et pour le perceptron simple couche, SLP, donc on va utiliser 2 couches. Donc une couche d'entrée, une couche de sortie. Voilà, c'est simple. C'est tout simplement monocouche. Il n'y a pas de couche intermédiaire cachée entre la couche d'entrée et la couche sortie. Donc on a 2 couches. Couche d'entrée et couche de sortie. Mais avant d'envoyer les données vers la couche d'entrée, donc on doit aplatir cette image. Parce que tout simplement, chaque image est sous forme matricielle de dimension. Donc on doit convertir un tableau bidimensionnel vers un tableau unidimensionnel. Donc c'est l'aplatissement. Pour cela, on va utiliser bien sûr une couche pour aplatir. Ok, on a déjà vu ça pendant le cours du deep learning, le SLP. Voilà, donc en ce qui concerne les types de valeurs à soumettre au réseau de neurones, donc à envoyer au réseau de neurones, on va disposer des valeurs entières comprises entre 0 et 255. Voilà.
Donc, si on observe bien, par exemple, l'exemple de la première image, donc la matrice qui représente le 5, on a des zéros et on a des chiffres 18, 227, 247, 3, etc. Donc, le maximum, c'est 255. Donc, c'est parce qu'il y a normalement 255, c'est à peu près ici. Donc, 253, 253. En tous les cas, le maximum, c'est 255. Ça veut dire le noir absolu. Le zéro, c'est le blanc. Alors, c'est parce qu'il y a un 255. Bref. Donc, peut-être on trouve 254. Voilà, puisqu'on commence par... normalement, c'est 255, voilà. Voilà, 255. Donc, au total, c'est 256 chiffres pour représenter le 5. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement afficher le maximum et le minimum de X-train. Donc, pour voir que les nombres, les chiffres envoyés vers le réseau de neurones sont des chiffres, des données, donc des entiers qui commencent par 0, le minimum 0, et le maximum c'est 255. Des fois il bloque Jupiter, donc c'est un bug. Voilà, donc je suis ici, donc très bien. Alors, donc je vais afficher le maximum, donc je vais utiliser np.max tout simplement, ça c'est un tableau NumPy, ok, n'oubliez pas. Le maximum de X-Rain et le minimum de X-Rain. Donc, il m'a donné 255, minimum c'est 0. Donc, normalement, pour l'apprentissage, pour envoyer ces données, on doit les normaliser. Donc, on va voir ça après. Donc, seulement pour avoir un modèle stable et rapide pendant l'entraînement. Normalisation, c'est tout simplement, on va calculer la moyenne, donc des statistiques. La moyenne, on va rendre la moyenne 0 et l'écart type 1. Donc, pour ensuite envoyer des données entre 0 et 1. Donc, il s'agit d'images au niveau des gris, donc du blanc vers le noir, avec des couleurs intermédiaires de gris. Donc, il est donc nécessaire d'ajouter une couche de normalisation au modèle de réseau neuronal. Ok, tout simplement. Pourquoi? Ça, c'est une image de niveau de gris. C'est comme les couleurs RGB pour les images en couleur. Les images en couleur, les deux sont les données. Les données, les pixels sont comprises dans une plage de valeurs entre de 0 à 255. Donc, il est donc nécessaire d'ajouter une couche de normalisation au modèle de réseau neuronal. Donc, on va commencer déjà par convertir les variables d'entraînement, les variables d'entraînement X, donc les caractéristiques d'entraînement et les étiquettes d'entraînement, ainsi que les X de test et le Y des tests, ça veut dire les étiquettes de test et les X de validation. N'oubliez pas, on va les convertir en tensors. Donc, on ne peut pas envoyer directement une matrice, on doit la convertir en tensors pour ensuite l'injecter dans le réseau de neurones. Donc pour le X-train, ça va être train features. Pour le Y-train, ça va être train label, étiquette. Donc pour le X-test, ça va être test features. Features, c'est caractéristique. Et le Y-test, ça va être tout simplement test labels. Et pour le X-validation, ça va être tout simplement EXP features. Donc voilà, ce sont des données pour l'expérimentation, caractéristiques d'expérimentation. Donc, je vais exécuter pour la conversion. Donc là, j'ai converti les tableaux NumPy, donc ou les tableaux qui se trouvent dans les jeux de données. Donc, je les ai convertis en tensors. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, par exemple, caractéristiques l'un de ces tensors. Par exemple, on va afficher le train features. Le train features. Et normalement, c'est le X-train. Voilà. Les caractéristiques pour l'entraîner. Et voilà le résultat. Donc, tout simplement, c'est un tableau toujours NumPy, mais c'est un tensor de type, c'est un tensor, ok, très bien. Ça c'est pour par exemple le total, hein. Donc 3 dimensions, donc le total. Les résultats obtenus sont ceux que l'on peut attendre, bien sûr. Voilà, donc on va commencer maintenant à apprendre ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les jeux de données.
hein, pour le test, pour l'entraînement, pour le test et pour la validation. On les a convertis en tenseur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'apprentissage et la prédiction avec un perceptron monocouche SLP. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer le réseau de neurones. Ok, le réseau de neurones, il est composé bien sûr de 3 couches. Euh, bon, pourquoi 3 couches? Tout simplement, normalement c'est 2 couches, mais il y a une couche de normalisation et une couche pour aplatir. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, mais avant cela, on va normaliser les données. N'oubliez pas, donc il faut toujours normaliser, de préférence normaliser les données qu'on va envoyer, les tenseurs qu'on va envoyer vers le réseau de neurones pour rendre le système tout simplement, pour avoir un entraînement plus rapide, meilleure performance et une stabilité numérique. C'est ça. Et la normalisation, c'est tout simplement convertir les chiffres de 0 à 255 dans la plage, donc les convertir en des valeurs entre 0 et 1. C'est ça. Pour faire cela, donc on va calculer des caractéristiques, donc des propriétés statistiques qui sont la moyenne de 0. Donc on va rendre la moyenne 0 entre ces valeurs et un écart type de 1. Ok. Donc, on va avoir ensuite, on va aplatir. Après l'avoir normalisé, on va l'aplatir pour la rendre un tableau unidimensionnel, bien sûr, et l'injecter. Donc, on va avoir 2 couches de réseau à l'entrée. Une couche pour la normalisation et une couche pour l'aplatissement. Voilà. N'oubliez pas une chose, donc on va utiliser un SLP, donc simple couche, donc monocouche, ok. Et la sortie, ça va être une couche qui contient 10 neurones. Pourquoi? Pour donner 10 probabilités. Ensuite, on va afficher les probabilités sous forme graphique pour afficher, donc pour connaître la prédiction de notre système. Voilà. Très bien. Donc la normalisation, on va utiliser 2 lignes tout simplement, cette ligne et cette ligne. Donc on va créer une variable qu'on va lui donner le nom de normaliseur égale une couche. Donc c'est une couche de réseau de type normalisation. Axis égale moins 1. Donc tout simplement axis égale moins 1, ça c'est pour la normalisation, pour dire à la normalisation qu'elle doit être effectuée sur la dernière dimension des données d'entrée. Et bien sûr, qui correspond généralement aux caractéristiques ou les features. Ok. Donc, c'est l'entrée. Dernière couche. Donc, ensuite, donc après ça, on va en quelque sorte, on va créer un outil de normalisation. Voilà. Donc ça, c'est un outil de normalisation. Ensuite, on va enseigner. Donc, on va enseigner à cet outil qui est normaliseur. On va enseigner comment normaliser les données d'entraînement. De cette façon, lorsqu'on va injecter les données d'entraînement et les données de test, normalement, il va utiliser la même moyenne et la variance qu'il a calculée dans cette étape. Ok. Dans cette étape, donc on va appliquer la normalisation sur les données d'entrée. Donc de cette façon, les futures données qu'on va injecter dans notre modèle, il va directement savoir la moyenne et l'écart type pour ensuite normaliser les données entre 0 et 1. Donc ça, c'est l'apprentissage de la couche de normalisation avec les données d'entraînement. Voilà. Donc je vais exécuter ce code. Très bien. Donc là, j'ai normalisé les données. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le réseau de neurones. Voilà les couches. Bien sûr, je vais utiliser par exemple une variable modèle égale TensorFlow qui reste toujours et séquentiel. Ça veut dire que je vais créer des couches. Donc dans l'ordre, je vais commencer par la couche de normalisation que j'ai créée. Voilà. Ensuite, je vais créer une couche qui contient 20, bon, non pas une couche, mais ça c'est une couche pour aplatir les données, c'est-à-dire transformer avec input shape. Donc, je vais mentionner les dimensions d'entrée. Donc 28 lignes, 28 colonnes, donc 2 dimensions qui va l'aplatir, ça veut dire qu'il va prendre 28 fois 28 et donc on va avoir un tableau, un vecteur ou un tableau unidimensionnel qui contient 28 fois 28 28 lignes fois 28 colonnes. Normalement, ça va donner un chiffre, je ne sais pas combien de...
pareil. Donc un tableau de donc 28 fois 28. Voilà, donc un tableau de 784 entrées. Ensuite, on va créer une couche dense. Voilà, c'est cette couche qui va créer, donc appliquer le traitement des données. C'est à travers elle que le gros travail va s'effectuer, donc pour prédire la sortie, donc pour donner des données de sortie, qui contient 10 neurones, bien sûr. Les 10 neurones, ça veut dire qui vont prédire une sortie, donc une sortie de chaque sortie, elle va avoir un chiffre entre 0 et 1, et bien sûr, avec les probabilités, la sortie qui a le plus grand, la plus grande valeur, donc ça correspond à ce chiffre prédit. On peut le visualiser dans un tableau, donc la sortie, ou sinon dans un graphique avec Matplotlib. Et je vais utiliser une fonction d'activation sigmoïde. Donc tout simplement, c'est quoi la fonction d'activation? Cette fonction, elle va appliquer à la sortie de chaque neurone de la couche. Voilà. Donc, elle va prendre n'importe quelle valeur réelle en entrée et la compresser dans une plage de valeurs entre 0 et 1, bien sûr. Donc, utilisée dans les couches de sortie pour les problèmes de classification binaire, car la sortie peut être interprétée comme une probabilité. Donc, on utilise cette fonction sigmoïde. Sigmoïde, elle est entre 0 et 1, elle va avoir un S. C'est comme une forme de S. Voilà. Non pas carré, mais voilà, elle est une augmentation progressive. Donc, elle a la forme de S. Une fois le modèle, donc je vais exécuter ce code pour créer le modèle. Voilà. Donc ça, c'est un warning à cause de cette entrée, donc de préférence. Ça, je vais l'insérer dans une ligne. Ensuite, je vais utiliser flatten sans les parenthèses, donc rien entre les parenthèses. En tous les cas, ça c'est pour les futures versions. Donc dans les futures versions, donc normalement, si on exécute cette ligne, donc on va avoir non pas un message d'alerte, mais une erreur. Une fois le modèle défini, donc là on a défini le modèle, vous pouvez le compiler. Donc on va le compiler. Donc bien sûr pour le compiler, on va préciser l'algorithme d'optimisation et les pertes, donc le calcul des pertes, l'algorithme pour les pertes et bien sûr la métrique. Et je vais mettre tout ça donc dans une je vais utiliser plutôt la fonction compile du modèle. Donc la compilation, après la compilation, je vais commencer l'apprentissage avec la fonction fit. Bien sûr, les résultats d'apprentissage, je vais les mettre dans historique. Historique va contenir tout simplement les valeurs de précision et les valeurs de perte pour chaque époque, ainsi que les époques. J'ai choisi bien sûr, je vais utiliser H qui contient l'historique d'entraînement, égale modèle.fit. Ensuite, je vais lui donner bien sûr les caractéristiques, le tensor des caractéristiques qui contient les images. Le tableau unidimensionnel qui a été au début un tableau bidimensionnel 28 x 28. Ensuite, le train label. N'oublie pas, donc train feature, c'est un tableau qui contient des images donc bidimensionnelles. Ok. Ensuite, lorsque donc le modèle va l'aplatir pour ensuite faire les opérations afin de prédire. Donc ça, ce sont les caractéristiques d'entraînement et ça, c'est les étiquettes, bien sûr. Pour chaque caractéristique, j'ai l'étiquette. Donc c'est supervisé. C'est un apprentissage supervisé. Et je vais utiliser 20 époques. Donc ça veut dire 20 itérations pour, à chaque fois, il va corriger les pertes et la précision pour avoir un modèle performant. Donc je vais lancer ce code. Normalement, il va lancer 20 itérations. À chaque fois, il m'affiche la précision et les pertes. Donc c'est grâce à métrique. L'étape 12 sur 1, sur 20 plutôt. Donc c'est l'époque, c'est l'itération. Et vous voyez que normalement, les pertes sont en diminution. C'est un bon signe. Et la précision en augmentation. Voilà.
En tous les cas, elle est presque stable. Elle a commencé à 0,88, elle a commencé à s'augmenter, donc ça c'est un bon signe normalement. La perfection, donc c'est 1. Et les pertes, c'est 0. Ça c'est un modèle parfait. Donc, impossible d'atteindre ce niveau. C'est seulement un réseau de neurones simple couche, SLP. Très bien, on a terminé. Donc l'apprentissage, c'est terminé avec 20 époques. On va vérifier maintenant la phase d'apprentissage. Donc, bien sûr, on va afficher un graphique qui va, ce graphique qui va contenir, il va afficher la progression des pertes et la progression de la précision. Pour cela, donc, je vais créer deux variables, loss set, donc le jeu de perte et le jeu de précision. Le jeu de perte, ça va être la variable h qui contient l'historique d'apprentissage, mais je vais prendre, donc je vais utiliser la propriété historique et je vais prendre l'historique des pertes. Et donc précision 7, accuracy 7, c'est un jeu de données, donc je vais le jeu de précision, donc l'ensemble de précision, les valeurs de précision de l'entraînement, ça va être toujours h, historique, entre crochets, je vais utiliser accuracy, donc la précision. Donc tout ça, donc loss, c'est ces valeurs-là, et accuracy, ces valeurs-là. Donc je vais avoir deux variables qui contiennent les pertes, ces valeurs, et la précision, ces valeurs. Et bien sûr, époque, l'ensemble d'historique des époques, c'est-à-dire ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. Donc ça va être H époque. Donc je vais afficher deux tracés de graphique. Le premier, c'est, je vais utiliser le jeu de pertes, plutôt l'axe des abscisses, c'est le jeu d'époque, c'est-à-dire les époques de 1 jusqu'à 20, et les Y, les ordonnées, c'est le jeu de perte. Ça va être des points. Le label, c'est loss. Et le jeu de précision, toujours dans le même tracé, avec toujours le même axe des abscisses. C'est le jeu d'époque. Je vais afficher le jeu de précision avec un plus. Je vais afficher donc l'étiquette des Y et l'étiquette des X. Voilà. Et la légende. Et voilà. Donc les pertes sont en diminution jusqu'à presque 0,2 ou voilà. Et la précision, elle est en augmentation pour voilà 1, c'est pas 1, c'est 0,92, voilà. Et la légende. Lorsqu'on exécute le code, on obtient donc ces deux tracés. Donc maintenant on va évaluer le modèle numérique. Donc avec à l'aide de à cette ligne de code, notre modèle, point évalué, on va lui passer bien sûr test features et test label, les étiquettes, donc les caractéristiques de test et les caractéristiques de label. Donc on a terminé avec l'apprentissage avec train features et train label. Maintenant on va tester avec bien sûr test features et test label. J'exécute le code. Très bien. Au final, il m'a donné une précision de 0,92 et des paires de 0,32. Voilà, c'est un petit peu une grande valeur. Donc l'idéal, c'est 0,1 ou 0,01. Là, ce sont des pertes un petit peu... on peut dire que notre modèle n'est pas vraiment performant. Donc les pertes sont en une grande valeur. L'idéal, c'est avoir des pertes de faible valeur. Donc, comme on peut le constater, donc précision de 0,9 n'est pas optimale et une valeur de perte ne sont pas trop diminuées. Elle se stabilise à 0,3. Maintenant, on va utiliser le modèle pour connaître des nombres manuscrits. Voilà, c'est donc qui n'ont pas été utilisés pour l'apprentissage ni le test. Ok, donc ça veut dire on va utiliser le X validation ou les expérimentations features. Ça, c'est le X validation. Ok, c'est le tensor qu'on a converti à partir de X validation. Bien sûr, avant cela, on va créer un nouveau modèle à partir de notre modèle, mais
On va l'étendre, c'est-à-dire on va ajouter la couche softmax, tout simplement, pour obtenir des probabilités à la sortie. Probabilités sont des chiffres entre 0 et 1. 0 c'est 0%, 1 c'est 1 à 100%. Par exemple 0,5 c'est 50%, 0,6 c'est 60%, etc. Donc les sorties, on va les avoir sous forme de probabilité. Donc on va ajouter cette couche, on a déjà vu ça. Ensuite on va utiliser une variable prédiction qui va contenir les prédictions. Donc les prédictions, ça va être bien sûr notre modèle avec la couche softmax. Point predict pour la prédiction. Hein. On va lui passer bien sûr des données qu'il n'a jamais rencontrées. Donc c'est les experience features ou les X validations. J'exécute. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prédire une valeur, une image dans le tableau. On va prendre la première image à prédire et voir les probabilités à la sortie. Normalement, j'aurai un tableau, une liste qui contient 10 chiffres, donc 10 probabilités pour chaque neurone de sortie. Très bien. Donc, voici le tableau. Ce tableau contient 10 sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pourquoi 10? Parce que tout simplement, dans notre modèle, on a créé un modèle on a défini un modèle qui contient une couche dense de 10 neurones. C'est pour cette raison qu'on a un tableau qui contient 10 valeurs. Ces valeurs sont des valeurs flottantes, donc float, voilà, float 32, voilà, de type float 32. Et chaque valeur, c'est une sortie. Ça, c'est le premier neurone qui nous a donné ce chiffre. Ça, c'est le deuxième neurone. Donc, le premier neurone, il représente 0. Le deuxième neurone, c'est 1. Le troisième, c'est 2, jusqu'à 9. Donc, pour les 10 chiffres qu'on doit prédire. Donc, l'image, c'est 0. 0, c'est normalement, on a déjà vu, 0, normalement, c'est 5. Voilà. 0, voilà. 0, c'est 5. Alors, la prédiction, elle nous a donné un tableau. Bon, déjà, pour savoir quel est nos nombres prédits, c'est pas facile. Donc, on aimerait bien afficher un graphique. Le graphique, il contient des barres. Chaque barre, elle représente une probabilité de sortie. Et la barre la plus grande, ou une barre qu'on va lui donner une couleur, ça veut dire la plus grande barre, elle correspond au plus grand nombre à la sortie. Donc, la plus grande probabilité. Et c'est cette probabilité qui est prédite. Donc le chiffre qui correspond au neurone qui nous a donné le plus grand nombre, c'est bien sûr ce neurone qui a prédit le chiffre. On va voir donc, sans le graphique, quel est le plus grand chiffre. Donc déjà ça c'est plus proche, presque c'est la même probabilité. Et là c'est presque la même probabilité, 0,13. 0,10, 0,13 et également une autre fois. Voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4. 4 sorties qui sont vraiment proches. Donc ça c'est 13%. 13%, 13%. Maintenant la virgule. 0,77, 0,69, 0,19, 0,59. Donc 0,77. 0,77, ça, normalement, ça c'est le plus grand nombre. 13, 77, 13, 69, 13, 19, 13, 59, 10, 06, 07, 05. Donc ça c'est le 0, ça c'est le 1. Alors, 1, bon, je vais utiliser un graphique pour afficher la valeur prédite. Ah non, mais il y a une chose seulement, c'est... non, non. Il faut pas... non, il faut pas voir le tableau, le jeu de données intégral. Hein. C'est pas le 5. Donc normalement, on va voir le jeu de données qu'on a créé à partir du jeu de données intégral. Hein.
Très bien, donc là, on va afficher prédiction. Donc la prédiction, j'ai utilisé ce jeu de données. Et ce jeu de données, normalement, c'est Y validation. Voilà, donc ça, c'est prédiction. Voilà, c'est les prédictions. J'ai utilisé tout simplement les Y, les X validation, donc les Y validation. Et les Y validation, c'est tout simplement, juste pour préciser les choses, hein. Les Y validation, c'est les 5000 dernières images de Y-Train. Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas le 5. Normalement, on va voir ce qu'il va nous donner. Donc, mhm, très bien. Pour afficher, bien sûr, le résultat de prédiction, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais créer une variable. Cette variable, c'est le graphique. PyPlot, bar. Donc, le P, c'est un graphique de type bar. Ce graphique, il contient quoi comme X? Il contient des nombres, donc générer un tableau, donc des nombres générés de 0 à 9, pour représenter les 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les Y, c'est les valeurs privées. Donc ces valeurs-là. OK? Donc le X, c'est 0, ça va être cette barre. Le 1, ça va être représenté par cette barre, etc. Ensuite, je vais prendre les XTX, c'est-à-dire les graduations de l'axe des abscisses. Ça va être des nombres de 0 à 9. Maintenant, je vais créer une nouvelle variable predict-label. Predict-label, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est le maximum de la résultat de prédiction, le maximum de ce tableau. Donc le maximum, normalement, on a vu, c'est cette valeur-là. Pourquoi on a créé cette variable? Eh bien, tout simplement pour ensuite prendre le graphique, prendre la valeur maximale qui est représentée par cette variable et lui donner une couleur rouge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre la barre la plus grande, je vais lui donner la couleur rouge. J'exécute et voilà. Donc il a donné la couleur rouge à la barre qui représente 1. Donc normalement, la valeur prédite, c'est 1. Pour vérifier, donc je vais utiliser Y validation et non pas X. Alors X validation, je l'ai converti en torsor. Ensuite, j'ai lancé la prédiction sur la première valeur de X validation. Et pour voir l'étiquette correspondante, c'est-à-dire le chiffre correspondant aux images de validation, je vais utiliser Y validation, étiquette, et 0. Et bien c'est le 1. Normalement, le modèle a bien prédit la valeur 1. On peut regarder graphiquement donc cette valeur, plutôt, voilà, la matrice ou l'image qui correspond à cette étiquette, donc c'est le X validation. Donc je vais utiliser bien sûr la fonction ImageShow de PyPlot et je vais utiliser X validation 0. Donc X validation 0, c'est la caractéristique, donc c'est l'image. Et Y validation, c'est l'étiquette, c'est 1. Normalement, je vais avoir une image qui représente 1. Bien sûr, un jeu de données de gris et l'interpolation par nearest pour afficher les pixels en détail. Et voilà, donc normalement c'est le 1. Donc vous voyez, la personne, il a écrit un 1 comme ça. Il n'a pas rajouté le trait ici, 1. Donc chacun il écrit. Donc il existe qui écrit le 1 bien, comme ça, bien vertical, mais celui-là il a écrit un 1, juste un trait. Et bien mon système le modèle a bien prédit la valeur, malgré que le 1 il est mal écrit. Voilà, donc le chiffre 1 figure parmi les résultats les plus probables. Mais quand même, il y a un problème. Le résultat n'est pas vraiment performant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a plusieurs chiffres, par exemple le 2, le 3, le 8, qui ont des barres, donc qui ont des probabilités
proche du 1. Et ça, c'est pas un bon signe. Normalement, un modèle performant, bien validé, normalement, la barre du 1 va être la plus grande, alors que le reste vont vraiment être des barres toutes petites par rapport à cette barre. Donc des petites probabilités pour le reste et une barre importante pour le 1. Mais notre modèle, bien sûr, il a réussi à prédire, mais quand même, il a donné une probabilité importante pour le 2, pour le 3 et pour le 8 et pour le 7. Normalement, le reste, je vais avoir des barres vraiment très petites. 0,02 ou voilà. Et la barre pour le 1, elle va être importante. Alors, pour cela, donc, de préférence, utiliser un perceptron multicouche, donc un MLP. Mais quand même, je vais par exemple prendre un autre modèle qui a un autre chiffre qui est bien écrit. Par exemple, je vais prendre le 0. Le 0. Alors, le 0, il est bien... Comment dire? Le 0, on peut pas... notre système ne pourra pas, par exemple, prédire, prédire un autre chiffre écrit qui ressemble au 0. Le 0, il est bien distinct, bien clair. Voilà. Euh, même si c'est une écriture, par exemple, ça, c'est entre ce... Donc on ne sait pas ce que c'est le 1 ou c'est le 7. Ok? Par exemple, le 5, il peut ressembler au 6. Donc, avec ce système qui ne donne pas vraiment des valeurs, des probabilités bien claires, on va prendre un chiffre qui est vraiment facile à interpréter et à prédire. Donc on va prendre le 0, ok? Donc le 0, le 0, le 0, je suis où? Donc le 0, je vais prendre x validation 6, ok? X validation 6. Voilà, le x validation 6, c'est un 0. Voilà, bien clair. J'aurais pu prendre un autre chiffre, par exemple. Donc, je vais afficher le y validation ensuite pour savoir le... Ça fait rien, ça c'est bien clair, c'est 0. Donc l'image montre clairement un numéro 0. Donc on va vérifier maintenant avec l'étiquette correspondante. Donc ça veut dire l'étiquette, c'est le y validation 6 toujours. C'est le 0. Maintenant on va prédire ce x validation, c'est-à-dire le 0. Donc on va lui envoyer cette image et voir ce il va prédire avec des probabilités importantes pour le 0. Très bien. Donc il m'a donné ce tableau. Il m'a donné des probabilités. Donc directement, vous voyez qu'il y a des probabilités un petit peu plus proches. Donc la première, c'est 0,16. 16, c'est la plus grande jusqu'à maintenant. Ensuite, 14. 4 quand même. 14, c'est plus proche. Donc je vais afficher les probabilités de sortie, les prédictions sous forme de probabilité, sous forme de graphique. Bien sûr, toujours, je vais créer le graphique dans une variable. Les x, ça va être des nombres de 0 à 9. Les y, ça va être ce tableau de prédiction. Les graduations ou les tics de l'axe des abscisses, ça va être des nombres de 0 à 9. Et je vais créer la variable predicted label. C'est le maximum de ces chiffres. Ensuite, pour lui donner la couleur rouge. Je vais afficher le tableau. Voilà, quand même. Donc, pour le 0, donc c'est bien clair. C'est la barre la plus importante. Il y a des barres un petit peu proches dans la valeur, mais quand même, c'est une grande différence entre elles. Le contraire pour le 1 qu'on a prédit auparavant. Donc, là, c'est plus clair, mais quand même.
Normalement, même avec des chiffres qui ne sont pas vraiment clairs, j'aurai une barre la plus importante et les autres de petites barres. Donc, on peut dire que le modèle a bien prédit le zéro, mais quand même, il reste que, bien que le nombre ait été correctement deviné cette fois, donc lui attribue une probabilité d'environ 20%, dans notre cas c'est 16%, donc c'est certainement pas une bonne prédiction. Normalement, une bonne prédiction c'est 80%, 90%, pourquoi pas 100%, c'est l'idéal. Donc le nombre est facilement reconnaissable et sa probabilité de reconnaissance devrait être bien supérieure à celle des autres chiffres. Dans notre cas, c'est une probabilité de 16, quelque chose pour cent, donc c'est 16%, on peut dire ça, donc ça c'est peu. Normalement, un bon modèle doit nous donner une probabilité de 80%, 70%, plus 90, 95%, 99%. Pour cette raison, on va bien sûr euh, utiliser un perceptron multicouche. On va voir donc est-ce que ce nouveau modèle multicouche va prédire donc correctement, va donner un grand pourcentage pour le bon chiffre manuscrit prédit.